Chers auditeurs de Choc, je me présente Sensei H. Je vous invite au lancement montréalais de mon nouvel album, La mort du troisième couplet, le 21 mars au Centre Phi. Un spectacle de rap francophone qui veut autant faire rire, danser que pleurer, avec Camille Gélinas au clavier, Maud Bastien au drum, Jeanne Corpato-Blache à la contrebasse. Procurez-vous des billets et le reste, on s'en occupe. Au plaisir de jouer pour vous. Salut, c'est Naomi. Vous écoutez Choc.ca. Bisous! Malade. L'énergivore en direct. Bonjour et bienvenue à L'énergivore en direct, le podcast qui t'aide à faire le lien entre la santé mentale et le sport. Aujourd'hui, en studio, nous avons Vince, le coach. Et aujourd'hui, nous allons parler du lien entre la discipline et le bodybuilding avec l'invité qui va se présenter à l'instant d'ailleurs. Ouais, donc Vincent Carlos-Aussi, plus souvent appelé Coach Vince. Je suis entraîneur depuis 8 ans. J'ai participé à une compétition de bodybuilding. J'amène des clients aussi en compétition. Donc, on va parler de tout ça. Oui, fait qu'on a bien hâte de faire ça. Mais là, pour apprendre à te connaître, nous, au podcast, on a le concept de l'athlète énergivore. Dans le fond, un athlète énergivore, qu'est-ce que c'est? Ben, en fait, quelque chose d'énergivore, c'est quelque chose qui consomme beaucoup d'énergie. Fait qu'un athlète énergivore, c'est un athlète qui va consommer justement beaucoup d'énergie. Puis de plus en plus, il va consommer de l'énergie. De plus en plus, il va avoir de l'énergie à lui à dépenser. Fait que je remarque souvent que justement, les athlètes que je rencontre, de plus en plus, ils font du sport. De plus en plus, ils semblent avoir de l'énergie dans leur vie au quotidien. Fait que je me demandais si toi, tu t'attachais à ce petit terme. Je pense que je m'y attache d'une certaine manière. Je pense qu'effectivement, quand je vais avoir une grosse journée chargée, autant que ce soit avec le sport ou juste comme le travail ou peu importe, je vais être plus porté justement là, à avoir plus d'énergie pour ce qui va s'en venir et tout. Mais ça reste que, comme je te disais tantôt, au niveau bodybuilding, on peut pas s'entraîner à l'infini, il faut quand même gager nos efforts parce que sinon, ben, ça va être contre-productif. Fait que je peux pas non plus me taper des 3 heures d'entraînement par jour. Probablement que ça m'aiderait à avoir plus d'énergie, mais je peux pas malheureusement. Là. Ah non, je comprends, mais tu sais, je veux pas, chaque sport a sa petite technicalité, puis justement le bodybuilding, comme on va en parler aujourd'hui, ça a une technicalité qui est quand même assez spécifique, puis on a bien hâte d'en découvrir plus. Puis là, je me demandais aussi, pour apprendre plus à te connaître, c'est comment est-ce que tu te décrirais en tant qu'athlète? Je dirais que je suis quelqu'un d'extrêmement déterminé. Si je commence quelque chose, je vais le terminer. Je suis très, très, très compétitif aussi. Je fais beaucoup de sport d'équipe quand j'étais plus jeune. Je coach encore au soccer. Puis c'est vraiment quelque chose qui... tout ce côté compétition, c'est quelque chose qui m'anime énormément. Peut-être même trop dans certaines facettes de ma vie, mais c'est ça. Je suis très compétitif. Je suis quelqu'un qui travaille très, très fort. J'ai jamais été le plus talentueux dans quelque chose. J'ai jamais été celui qui avait tout pour lui nécessairement. Tu sais, même en bodybuilding, je suis très grand. Fait que c'est pas nécessairement un avantage en bodybuilding, mais je pense que si tu travailles, tu mets les efforts, tu peux atteindre à peu près n'importe quel but. Là. Fait que je dirais que c'est pas mal ça. Ben oui, mais c'est sûr, là, tu veux pas, chaque sport a une certaine technicalité qu'il faut travailler fort dessus, parce que si on travaille pas fort sur cette technicalité-là, ben on va pas aller loin dans le sport, puis on va pas pouvoir devenir la meilleure version de l'athlète qu'on veut devenir. Puis là, on va y aller peut-être plus dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on voulait y aller avec la discipline puis le bodybuilding. Fait que j'aimerais ça que tu nous parles de, pour toi, la discipline, qu'est-ce que ça veut dire, puis est-ce que tu l'appliques dans ton bodybuilding, justement? Ouais, ben en fait, je pense que le bodybuilding, c'est un sport qui demande énormément de discipline. C'est probablement la première caractéristique. Je pense que c'est le seul sport où est-ce que si tu arrêtes durant une certaine période de temps, même pas si longtemps, 2-3 semaines, tu as l'impression d'avoir pratiquement tout perdu. Il faut que tu récupères durant vraiment longtemps. Puis, plus que tu approches d'une compétition, plus que justement la discipline embarque, parce que c'est pas seulement l'entraînement, mais c'est toute sa nourriture, le sommeil, le stress, tout est calculé pour justement tout optimiser les facteurs là, que tu peux. Donc, je te dirais que la discipline, pour moi, c'est d'être capable de garder, de répéter une action sur plusieurs jours ou plusieurs années sans nécessairement avoir besoin de motivation pour y arriver. Je comprends, c'est super une belle définition, je trouve, parce que je veux pas, tu sais, la discipline, ça peut s'appliquer à n'importe quelle sphère de notre vie, là, tu sais, comme à l'école, comme à n'importe quelle chose qu'on s'applique. Si on n'a pas la motivation de le faire, ben on va pas aller plus loin dans nécessairement cette sphère-là. Là. Fait que c'est super important, justement, de se dire comme, écoute, je m'embarque dans quelque chose, j'ai la motivation de le faire, puis c'est ce qui me permet de continuer.
Puis je trouve que c'est ça la beauté, honnêtement, du bodybuilding. Ouais, Parce je que... suis d'accord. Ouais, non, mais vraiment. Ben, en fait, tu veux-tu en parler? Ouais, mais je pense que c'est... Tu sais, je te disais tantôt que je suis quelqu'un qui est très travaillant dans tout ce que je fais. Je pense que c'est pour ça aussi que je vais chercher un peu cette facette avec le bodybuilding. Tu sais, c'est un sport où est-ce que le travail est énormément récompensé. Puis, quelqu'un, justement, qui manque de discipline sera jamais capable de se rendre sur le stage. Il y a plein de monde qui font une préparation au complet, qui arrivent à 2-3 semaines de la compétition, puis qui sont pas capables d'arriver sur le stage parce que, justement, ça craque à quelque part, là. Oh mon Dieu. Mais c'est quand même intense. Fait que, est-ce que t'as souvent vu des gens, justement, que ça craquait? Est-ce que t'as déjà vécu ça toi-même? Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te dire que, justement, ta discipline n'apprend pas le dessus puis t'as envie de lâcher prise? Je te dirais que j'ai eu des clients à qui c'est arrivé. Tu sais, en soi, le fait, justement, de pas aller jusqu'au bout dans une préparation de bodybuilding, c'est à peu près la moitié des gens qui c'est leur première compétition qui se rendront pas à la compétition. Fait que ça arrive quand même assez régulièrement. Puis en soi, c'est pas dramatique, c'est juste que je pense que ça en dit long sur la personne que t'es, puis peut-être où est-ce que t'es rendu dans ta tête aussi, parce que je pense que si tous ces aspects de ta vie vont pas nécessairement si bien que ça va être difficile de pouvoir coordonner autant le sommeil, le stress, l'alimentation, l'entraînement, tout en même temps jusqu'à la compétition, là. Mais d'ailleurs, justement, pour toi, c'est quoi le lien entre la santé mentale et le sport? Ben, je pense que c'est un classique, mais l'esprit sain dans un corps sain. Je pense que quand tu te donnes au niveau de l'entraînement ou de peu importe ton sport, ça te donne le goût de te donner dans d'autres aspects aussi de ta vie. Fait que je pense que c'est directement lié. Quand tout va bien au niveau du sport, la plupart du temps, tu vas être capable d'organiser ta vie un petit peu mieux, tout ça, là. Ouais. Et comment est-ce que tu penses que, justement, la santé mentale peut affecter l'athlète qui fait du bodybuilding? Ben, je pense que l'athlète qui est affecté au niveau de sa santé mentale en bodybuilding, malheureusement, ne pourra pas, comme je te disais, là, se rendre aussi loin parce que tu peux pas avoir trop de préoccupations puisque à un certain point, le bodybuilding va devenir ton centre, le centre de vraiment toute ta vie durant une certaine période de temps. Fait que je pense que ça aide beaucoup de personnes à canaliser leurs émotions sur une courte période de temps, mais c'est ça, le bodybuilding, c'est quand même un sport dans lequel il faut déjà que ta santé mentale soit relativement bien si tu veux vouloir performer dans ce sport-là. Là. Ouais. Mais tantôt, on parlait justement que c'était nécessaire d'avoir une bonne santé mentale pour la discipline, mais penses-tu qu'il y a d'autres sphères dans lesquelles c'est nécessaire? D'avoir une bonne santé mentale? Oui, mais tu sais, je pense que c'est la base de tout, en fait. Je pense que pas juste dans le sport, si ta santé mentale ne suit pas, ben tout va prendre un peu le bord, là, autant au niveau relationnel que justement au niveau, comme on a parlé de la discipline, au niveau de ton sport, au niveau de tout. Donc, je pense que avant de vouloir partir sur quoi que ce soit, c'est vraiment la première chose sur laquelle il faut travailler. Puis toi, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir des périodes où justement ta santé mentale était moins bonne, puis ça t'a pas permis de faire ton sport ou ça t'a pas permis d'atteindre tes objectifs? Ben, comme je te disais, tu sais, je pense qu'il y a moyen de se cacher derrière le sport au niveau de la santé mentale, puis ça a été un peu ça. Moi, il y a eu une période, quand j'avais 22 ans, j'habitais à Montréal, il y a eu la COVID, je me suis revenu à Québec, ma mère était malade, tu sais, c'était une période vraiment difficile dans ma vie. Puis justement, je me suis beaucoup réfugié dans le sport. J'ai un drôle de train de vie, tu sais, le sport m'aidait beaucoup, mais au niveau de tous ces autres aspects, autant stress, bouffe, sommeil, ça allait pas du tout. Mais au moins, je m'entraînais, puis ça me gardait quand même on track. Là. Ouais. C'est quand même intéressant. Ça ressemblait à quoi ton train de vie à ce moment-là? Ah, c'était assez rocambolesque. C'était pas mal la période la plus sombre là, que j'ai eue. Je suis tombé dans l'alcool, dans beaucoup de choses. Tu sais, je te dirais, durant 2 mois et demi, j'étais plus moi-même du tout. Là. C'était vraiment... j'étais complètement perdu parce que, ben c'est ça, il y avait la COVID qui était quand même quelque chose d'assez inhabituel. Là. Je pense pas qu'on ait vécu ça souvent, des épidémies comme ça. Puis, sinon, ben, il y avait également là, le fait que, justement, ben, ma mère était dans un cancer avec... un stade très avancé. Fait que c'était de gérer tout ça en même temps, puis j'avais pas les capacités de gérer ça à ce moment-là. Fait que je me réfugiais justement dans l'entraînement et l'alcool, malheureusement. Là. Ouais. Puis aujourd'hui, mettons, tu vivrais un défi qui est similaire. Est-ce que tu serais capable de passer par-dessus puis d'avoir des habitudes saines autour de ta vie en même temps de faire ton sport?
Ouais, ben j'ai beaucoup travaillé là, sur justement ma santé mentale. Tu sais, j'ai consulté, je me suis vraiment aidé à ce niveau-là. Puis je suis très bien entouré. J'ai un magnifique entourage, autant au niveau avec mes amis que ma copine aussi, ma famille. Donc j'aurais pas de misère, là, je pense, à passer au travers d'une épreuve là, si ça réarrivait en ce moment. Là. Mettons, on parle d'un bébé athlète là, qui a besoin de conseils pour pouvoir avoir une bonne santé mentale puis avoir de la discipline en même temps pour faire du bodybuilding. C'est quoi que tu dirais à ce petit bébé athlète-là qui a besoin de conseils? Je lui dirais que le bodybuilding, c'est pas nécessairement de monter sur un stage, de commencer à se concentrer à... Ben, souvent, ce que je vais faire avec mes clients, c'est qu'on va essayer de régler comme un aspect à la fois et non de tout faire en même temps. Fait que, on va essayer de régler, mettons, plus au niveau de l'alimentation au début. Après ça, ça va peut-être être d'optimiser le sommeil, trouver des trucs pour gérer le stress. Après ça, ça va être d'embarquer l'entraînement là-dedans, comment qu'on l'embarque, à quelle fréquence, tout ça. Donc, ce serait de ne pas s'éparpiller, puis de vraiment comme se concentrer une chose à la fois, au lieu de juste comme tout faire en même temps. Là. Mais c'est beau ce que tu dis, parce que je trouve que justement, avec l'ère numérique dans laquelle on vit, tu sais, c'est comme publiciser, de se dire qu'on peut comme tout faire en même temps, mais au final, si on veut embarquer dans quelque chose, ben, ça va être une étape à la fois, puis on va pas nécessairement réussir tout de suite. Puis c'est vraiment beau ce que tu dis, parce que justement, faut normaliser le fait que c'est pas en 40 000 étapes qu'on va réussir à faire une chose. T'en penses quoi de ça? Non, je suis d'accord. Puis tu sais, je pense que justement avec les réseaux sociaux, on voit juste ce qui est beau, on voit juste ce qui fonctionne. Puis c'est un grand problème de société selon moi, de comme la société actuelle est beaucoup justement consomme énormément de réseaux sociaux, tout ça. Puis on dirait qu'on a l'impression que tout le monde fait mieux, tout le monde fait beaucoup, mais on montre ce qu'on veut montrer là, sur les réseaux sociaux. Donc moi, je montrerai pas la fois justement où est-ce que je réussis pas à dormir puis je me couche à 1h du matin. Je montrerai pas la fois où que mon matin il est pas parfait puis que finalement je prends 3 cafés, je déjeune pas puis je m'en vais travailler. Tu sais, fait que je pense qu'on voit juste ce que le monde veut montrer là. Dis-tu que t'es quand même quelqu'un d'authentique sur ta plateforme? Ouais, je suis authentique sur ma plateforme, mais je suis pas quelqu'un qui partage énormément ma vie personnelle. Je suis quand même quelqu'un qui fait une bonne coupure, vie personnelle, vie professionnelle, mais j'essaie de montrer là, quand même un peu les dessous de tout ça. Là. Y a-t-il une raison pourquoi t'as fait le choix de séparer les deux? Ben de base, je suis pas quelqu'un qui était très actif sur les réseaux sociaux. Je suis pas quelqu'un qui étalait énormément. Puis, je pense que c'est important pour moi de garder quand même une petite sphère personnelle à travers tout ça, parce que c'est pas nécessairement, tu sais, les gens qui m'entourent, tout ça, ont pas nécessairement choisi d'être une personnalité publique non plus. Puis, je pense que quand je suis pas en mode travail, j'aime quand même aussi avoir ma bulle. Je suis quand même quelqu'un qui a besoin d'un certain espace, puis de cette manière-là, ben, ça me permet de faire ça. Ben, d'ailleurs, comment est-ce que tu te décrirais en tant que personne? C'est une grosse question. Je pense que je suis quelqu'un de très cartésien, de très réfléchi. Tu vois, j'aurais pas pensé ça, là. Je suis quelqu'un qui passe à l'action quand même assez rapidement aussi. Je suis opportuniste, très déterminé. Puis je te dirais qu'au niveau social, je pense avoir des bonnes capacités à créer des relations aussi. Fait que ce serait pas mal les points clés, mettons. Ouais. Mais tu vois, c'est pas nécessairement ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, mais c'est le fun d'en apprendre plus. Est-ce qu'il y a des choses que tu ne montres pas nécessairement sur les réseaux sociaux, mais que tu aimerais partager, que tu fais? Ben, je pense que les gens voient, ben, on s'en est parlé, là, les gens voient ce qu'on montre, puis je montre beaucoup, justement, dans mes vidéos, un certain dynamisme, tout ça. Je pense que je suis comme ça à certains moments, mais je pense que les gens savent pas à quel point je suis un coach qui est posé, puis justement à quel point je suis un coach plus réfléchi, mettons. Puis c'est un milieu où est-ce que on s'entend qu'il n'y a pas tant de monde qui ont une approche similaire à la mienne à ce niveau-là. Je pense qu'il y a énormément de coachs qui sont extrêmement primés. Fait que ça peut être quelque chose quand même d'intéressant. Là. Ouais. Ben d'ailleurs, comment est-ce que tu te décrirais en tant qu'entraîneur? Parce qu'on a mentionné que tu étais un bodybuilder, mais on n'a pas nécessairement mentionné que tu étais un entraîneur. Niveau entraîneur, je te dirais que je suis quelqu'un de très attentionné, de très à l'écoute. Tu peux m'écrire en tout temps, tu peux m'appeler en tout temps. Je suis là pour t'écouter, oui, sur l'entraînement, mais sur à peu près n'importe quelle autre facette aussi.
Mon père était travailleur social, donc j'ai beaucoup appris de ça, puis je pense que j'ai eu un peu le même type de tempérament à ce niveau-là aussi. Donc, je suis extrêmement patient aussi. Donc, je peux aller chercher des clients qui ont des fois certaines difficultés justement dans leur vie personnelle, puis être capable de les écouter, puis de les amener avec moi le plus haut un petit peu. Là. Ouais. Ben, c'est vraiment une belle qualité à avoir, je trouve. Puis tu m'avais mentionné la dernière fois que si tu n'avais pas fait de bodybuilding, tu aurais été travailleur social. Est-ce que tu vas en parler? Ça aurait pu être une possibilité, mais je te dirais que je pense que tout cet aspect sportif, c'est quand même quelque chose qui m'intéresse depuis longtemps. Je pense que j'aurais pu le faire sur le court terme, moyen terme. Sur le long terme, je pense que ça aurait peut-être pas été ça. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes entre ces deux travails, dans le sens où, comme je te disais, j'ai beaucoup de situations dans lesquelles je vais me retrouver à écouter durant 30 minutes quelqu'un qui me raconte toutes ses difficultés de sa vie, parce que justement, je suis une personne neutre, je suis une personne de l'extérieur, fait que c'est souvent facile pour eux de venir se confier et tout. Fait que je viens retrouver quand même là, cette portion-là dans mon travail. Là. Comme qu'on disait tantôt, justement, tu viens trouver comme plusieurs aspects d'une chose que t'aimes. Exact. Pour pas être bored un peu dans ce que tu fais. Exactement. Puis là, on pourrait peut-être parler un petit peu plus du bodybuilding. Ouais. En fait, on va commencer peut-être par te décrire en tant que bodybuilder, puis après, on peut aller comme regarder qu'est-ce qui entoure la discipline, si tu veux. OK. Je pense que, comme je te disais, le bodybuilding, c'est du travail acharné. Donc, c'est pour ça que je suis vraiment allé vers cette direction-là. Au niveau bodybuilding, moi de mon côté, j'ai fait une seule compétition parce que j'aime l'art du bodybuilding, j'aime le sport, mais je trouve que le fait d'aller sur scène présentement avec mon mode de vie où est-ce que je travaille énormément, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Puis j'ai pas nécessairement présentement là, le temps pour balancer les deux. Mais en soi, c'est ça. Je te dirais comme bodybuilder, je suis quelqu'un qui est extrêmement discipliné, je vais tout appliquer. Donc je pense être la bonne personne pour faire ce genre de compétition-là. Comment que s'est passée ta première compétition de bodybuilding? Ça a bien été. C'était un gros défi parce que je me suis inscrit. Mon but, c'était de montrer que quelqu'un de naturel peut compétitionner avec du monde qui ont pris des produits dopants. Donc, je me suis pas inscrit en compétition naturelle, je me suis inscrit en compétition open. Puis, c'était un gros défi parce que tous les autres avaient pris justement des produits anabolisants. Puis, tout mon marketing, mettons, de la compétition, je l'ai basé un peu autour de ça. Puis, à chaque matin, justement, je faisais des updates physiques, tout ça. Puis, quand je suis arrivé à la compétition, j'ai quand même amené un bon bagage sur la scène. Puis, je suis arrivé 8e sur 13, qui est quand même un bon classement, considérant que ceux qui étaient derrière, clairement, n'avaient pas pris le même poulet que moi. Là. Il y avait d'autres substances. Fait que, non, ça a super bien été. Ah, ouais. Mais là, tu apportes un point intéressant, justement, du bodybuilding qui est naturel, du bodybuilding qui est avec les suppléments. Est-ce que tu pourrais peut-être un peu le définir pour l'audience, la différence entre les deux? En fait, au niveau du bodybuilding, tu as des compétitions open, des compétitions naturelles. Compétition naturelle, je vais mettre des gros guillemets parce que même en compétition naturelle, c'est dur de détecter les produits dopants quand ça fait plus que tant de temps qu'ils sont plus dans le corps. Fait que la plupart des gens ou une grande partie ont déjà consommé des produits dopants, c'est juste qu'ils n'en consomment pas au moment de la compétition. Fait que tu sais, c'est un petit peu touché là-dessus, mais en soi, c'est ça. Tu peux compétitionner soit dans un, soit dans l'autre. C'est sûr que si tu veux percer dans le bodybuilding, t'as pas le choix d'aller dans open parce que les prix en naturel peuvent pas te permettre de gagner ta vie de ça, là, mettons. Ouais. Ok, je comprends. Puis, c'est quoi, mettons, qu'une personne en naturel prend? Est-ce que la personne qui est bodybuilder naturel prend aussi certains suppléments? Tu sais, il y a quand même des suppléments qui sont considérés comme naturels. Oui, en fait, 100% des suppléments sont permis. C'est vraiment les produits dopants qui sont bannis. Donc, tu sais, on va essayer de remplacer, entre guillemets, les produits dopants par des suppléments, même si ce sera jamais aussi efficace. Mais mettons, quand c'était un peu avant la compétition, mettons une semaine avant la compé, au lieu de prendre des produits dopants qui vont permettre de s'assécher puis de justement perdre un peu de poids avant la compé, on va prendre de l'extrait de pissenlit qui est un diurétique. Puis ça va être permis vu que ça c'est un supplément. Mais ça va faire un peu le même effet dans le sens où on va boire énormément d'eau, prendre de l'extrait de pissenlit, puis en une semaine, se perd 10 livres à peu près. Là. Oh mon Dieu, c'est vraiment impressionnant. Puis, mettons, est-ce que tu pourrais donner des exemples de produits dopants puis de produits justement naturels comme tu viens de le faire? C'est super intéressant.
Ouais, mais tu sais, produits dopants, on parle de tout ce qui joue sur les hormones. Donc, tu sais, testostérone, clenbuterol, nommez-les, il y en a plein. Puis, au niveau des produits naturels, on va parler de tout ce qui se vend en magasin de supplémentation, style Popeye ou Shop Santé. Donc, c'est ça. On parle de, justement, protéines, créatine, ashwagandha, peu importe le supplément. Là. Ah, OK. Puis, voyons, j'avais une question, mais là, j'ai oublié. Attends un peu. À ton temps. Mon Dieu, mon cerveau est mort. Toi, est-ce que tu as déjà pensé à faire du bodybuilding? Oui, j'ai déjà pensé à faire du bodybuilding, mais très brièvement, je te dirais, parce que je suis vraiment plus une personne qui est dans le sport d'endurance, puis dans le sport qui me permet de faire plusieurs choses en même temps. T'sais. Fait que, mettons, je fais de la danse, je fais du triathlon en même temps, mais je pourrais pas faire juste une chose spécifique qui me demande de faire une chose en même temps. Puis, tu sais, la dernière fois, tu en parlais de justement que c'est combien de temps d'entraînement, le bodybuilding, déjà? Je te dirais 1h, 1h30 max. C'est ça. Par séance, ouais. Fait que c'est vraiment pas longtemps. Puis, tu dois t'entraîner combien de fois par semaine? 5. Il y en a qui font 6, mais je te dirais 5, c'est pas mal le plus fréquent. Là. Si, mettons, t'avais à décrire le mode de vie d'un bodybuilder, ce serait quoi? Je te dirais que c'est un long fleuve tranquille. C'est vraiment un marathon de bodybuilding. C'est de la grosse discipline, fait que c'est juste de garder une certaine habitude sur très très longtemps. Fait que c'est pas nécessairement palpitant le mode de vie d'un bodybuilder, comme mettons ça peut l'être pour quelqu'un qui fait du triathlon, quelque chose où est-ce qu'il y a tout le temps d'action. Le bodybuilder, il va essayer de tracker son sommeil. Là, après ça, il va se réveiller, il va manger son premier repas, il va en manger 6 comme ça dans la journée. Il va aller faire sa petite séance d'entraînement de 1h, 1h30, peut-être retourner faire un 30 minutes de cardio s'il est en fin de prep. Puis après ça, il va aller se coucher. Là. Fait que tu sais, sa journée en soi, techniquement, autour de l'entraînement, il faut que ce soit le plus monotone possible, ce qui est quand même différent de beaucoup de sports. Là. Mais ça doit aussi jouer sur la discipline, ça. Ouais, ben oui, c'est sûr. C'est sûr. Je veux dire, si t'es pas capable justement de te restreindre à ça, ben ça va être compliqué. Là. Ouais. Alors toi, tu parlais de hormones. Est-ce que tu voudrais plus en parler dans le sens que dans la vie, je trouve que les hormones peuvent jouer quand même beaucoup sur la santé mentale d'une personne. Puis justement, tu parlais du sommeil, du stress d'un bodybuilder, puis à quel point c'est important sur les résultats. Est-ce que tu voudrais plus en parler? Ben, tu sais, en soi, on sait tout ce qui est stress, sommeil joue énormément sur les hormones, justement. Puis, si t'es pas capable d'être stable à ce niveau-là, ben, c'est sûr que si t'as des pics, mettons, de cortisol ou de n'importe quoi, ben, ce qui va se passer, c'est que ton corps sera pas capable de garder cette espèce d'état de veille-là, comme je te disais. Le but, c'est vraiment d'être capable d'être le plus linéaire possible en bodybuilding. Fait que tu veux contrôler tous les facteurs. Si tu as des pics hormonaux, tu contrôles plus les facteurs. Puis c'est là, justement, où est-ce que, mettons, tu es en fin de compétition, tu manges déjà pas beaucoup. Si tu es hyper stressé, puis en plus de ça, tu as mangé un petit peu plus parce que tu étais stressé, ton corps qui est en mode survie à ce moment-là va tout absorber ce que tu lui donnes. Donc, une petite erreur peut faire que finalement, tu te rendras pas à la compétition. Là. Ouais. Là, tu amènes le point intéressant de l'alimentation dans le bodybuilding. Est-ce que tu voudrais développer là-dessus? Ouais, ben je pense qu'il y a beaucoup de manières d'amener un peu de plaisir dans tout ça, mais ça reste que les bases restent les mêmes, dans le sens où faut que tu rentres X nombre de protéines, X nombre de glucides puis de lipides en fonction de ton objectif. Puis quand on est en préparation de bodybuilding, ben on va être sur un gros déficit calorique. Fait qu'on se retrouve avec très peu de possibilités. Puis en plus, à un certain point, plus que tu avances dans ta préparation, plus que chaque petit produit qui peut être légèrement inflammatoire ou peu importe, vient avoir un gros impact. Fait qu'on est obligé d'enlever tout ce qui pourrait créer de l'inflammation. Fait qu'à un certain point, tu te retrouves à la fin à manger du poisson blanc, pas d'épices parce que les épices pourraient être inflammatoires, avec du riz blanc, puis un filet d'huile d'olive pour tes lipides. Fait que tu sais, on s'entend que, mettons, les dernières semaines sont pas palpitantes niveau bouffe, mais tu sais, ça, c'est juste sur une courte période, juste avant la compétition. Le reste du temps, je veux dire, tu peux quand même être un peu plus funky et rajouter plein d'autres affaires, là. Mais tu sais, en soi, c'est sûr que l'alimentation en bodybuilding, c'est quand même un gros enjeu, là. OK. Puis pourquoi est-ce que c'est un gros enjeu, justement? Ben en fait, c'est juste que le bodybuilding, c'est le sport basé sur l'esthétisme physique. Donc, ce que tu vas vouloir, c'est de
d'aller chercher un bulk de temps en temps, donc de vraiment grossir, puis ensuite de vouloir coter, mais pour coter, il faut que tu sois sur un gros déficit calorique, puis si tu le respectes pas, ben c'est juste que ton corps, lui, ça ne tente pas de faire des up and down. Fait que t'es comme obligé d'être hyper structuré pour que ton corps se dise « Ok, c'est pas grave de faire ce down-là », puis qu'il réagisse bien. Fait que c'est à cause de ça que l'alimentation est super importante. Okay. Puis avez-vous des off-season, vous, en tant que bodybuilding? Tu sais, nous, mettons, dans le triathlon, on a des off-season pour nous permettre à notre corps de... Parce que c'est pas normal de manger autant peu de calories pour ton corps, comme que pour moi, c'est pas normal de faire 15 heures d'entraînement chaque semaine. Mais pour vous autres, c'est quoi l'off-season? Qu'est-ce que ça fait? Dans l'off-season, ça va être de trouver des moyens justement de se faire plaisir sans tout gâcher les progrès que t'as fait. Donc, c'est sûr qu'en off-season, tu vas prendre un peu de poids. C'est sûr qu'en off-season, tu vas t'en permettre un petit peu plus. Généralement, je te dirais que la période de compétition, en fait, c'est du printemps à l'automne. Fait que souvent, l'off-season va être après ta compétition. Fait que si tu l'as fait au printemps, mais ça se peut que ce soit l'été. Mais si tu l'as fait à l'automne, ça risque d'être l'hiver. Puis durant cette période-là, c'est juste que tu vas pouvoir t'en permettre un petit peu plus. Puis vu que tu vas avoir un peu plus de carbs, probablement performer un peu plus au gym, peut-être faire des séances un petit peu plus longues. Fait que l'off-season est aussi important, sinon plus. Puis justement, est-ce que la récupération, c'est quelque chose qui est important dans le bodybuilding? Ouais, super important. Mais en fait, c'est la base vraiment du bodybuilding. C'est pour ça que je te disais, ça peut paraître plate, le mode de vie d'un bodybuilder, parce que c'est pratiquement juste de la récupération. T'sais, la récupération est encore plus importante que ton training, contrairement à d'autres sports, où est-ce que justement, là, en ce moment, si tu n'optimises pas ta récupération, tu as beau t'entraîner comme tu veux, tu n'auras jamais de résultat. Là. Fait que c'est super important. OK, fait que dans le fond, quand t'es un bodybuilder, si tu récupères pas, t'as juste pas de résultat, puis la même chose pour l'alimentation. Oui, exact. C'est quand même assez touché, là. Ouais, faut que t'aimes dormir, puis faut que t'aimes te reposer, là. Tu dois pas faire grand-chose à l'extérieur quand t'es dans dans ta season, dans ta préparation. Non, vraiment pas. En fait, c'est ça, comme je te disais, le but, c'est de couper le plus possible tout ce qui est autour. Le bodybuilding, c'est un sport qui est extrêmement égocentrique. C'est quelque chose qui veut pas t'isole un peu du monde parce que durant 2-3 mois, tu te retrouves à penser uniquement à tout calculer ce qui entoure ta compétition. Fait que c'est sûr que t'essaies d'arrêter les sports connexes que tu faisais. Si tes amis, mettons, ils vont au restaurant ou peu importe, ben toi, tu vas traîner ton plat au restaurant parce qu'il n'y a aucune chance que tu puisses dévier de ta trajectoire. Ouais, c'est ça. T'sais, mettons, justement, c'était la fête de mon ami. Puis, je suis allé à sa fête, on est allé au resto, puis j'ai traîné mon Tupperware. Puis, tu sais, même moi, j'étais extrêmement mal à l'aise, mais t'es rendu à un stade où est-ce que ça fait 2 mois que tu te prépares intense, que t'es sur un gros déficit, tu peux pas tout briser sur un événement, puis justement, tout est hyper calculé, là. Est-ce que tu voudrais parler un peu de la culture du bodybuilding? Tu sais, depuis tantôt, on parle d'esthétisme et tout. Tu sais, je pense que ça pourrait être intéressant d'en parler. Ouais, mais c'est sûr que ça peut devenir quand même assez maladif, là, le bodybuilding, parce que justement, il y a certains facteurs là-dedans que tu ne contrôles pas. Tu ne contrôles pas tes insertions musculaires, tu ne contrôles pas nécessairement ta grandeur, des choses comme ça, des facteurs qui sont complètement là, aléatoires. Fait que c'est sûr que ça peut devenir assez maladif de voir sur les réseaux sociaux que tel bodybuilder a telle proportion, puis que finalement, lui, il paraît vraiment mieux que ce que tu crois paraître, mettons. Fait que c'est sûr que c'est un sport qui est assez délicat à ce niveau-là. Je pense que si t'es fragile psychologiquement, comme je disais, je pense pas que c'est le bon moment pour t'embarquer dans une prep de compétition, mettons, là. Mais tu sais, surtout avec l'aspect isolation, ça doit pas être facile justement de gérer ça. Mais en fait, est-ce que toi, quand t'étais dans ta préparation, tu te sentais isolé justement, puis est-ce que ça avait un impact sur ta discipline? Ben, je pense que le fait justement d'être extrêmement discipliné m'a aidé parce que justement j'étais avec ma copine, puis je réussissais quand même à lui faire des repas autres que les miens. Tu sais, moi, je me cuisinais mes affaires, puis à côté, moi, je lui faisais des pancakes ou je lui faisais d'autres affaires pour que justement elle se rende pas trop compte que c'était hyper restrictif de mon côté. Puis c'est sûr que les gens autour ont écopé un petit peu. C'est impossible d'épargner tout le monde, je pense. Mais j'essayais quand même, tu sais, le plus possible. Justement, c'est la fête de mon ami, j'étais allé quand même. Mais tu sais, j'étais allé avec mon Tupperware, mais tu sais, j'étais là. Puis j'essayais quand même de garder une certaine vie sociale à travers tout ça, mais c'est vraiment difficile parce que justement, tu deviens un peu un extraterrestre, tu fais tes propres petites affaires de ton côté, tu peux pas déroger. Fait que c'est quand même compliqué, là.
Aurais-tu des conseils à donner pour avoir une certaine balance, justement? Tu l'as un peu effleuré, mais est-ce que tu aurais des conseils à donner à quelqu'un qui commence? Ouais, ben je pense que de base, mon premier conseil, ce serait de t'entraîner de type bodybuilding durant un certain temps avant de te lancer dans une compétition, parce que la compétition, c'est vraiment un autre gap. Puis au niveau justement de si tu es rendu à faire la compétition, ce serait de te dire que oui, tu peux être un petit peu plus centré sur toi-même durant une courte période de temps, mais assure-toi qu'avant, après, tu prends vraiment soin de ces personnes-là, puis même durant, dès que tu as un petit peu d'énergie ou peu importe, essaie quand même d'entretenir ces relations-là, parce qu'au final, quand ta compétition va finir, je veux dire, ça te tente pas d'avoir tout perdu, là. Puis il y a beaucoup de monde justement que c'est ça qui arrive, c'est ils font une préparation de bodybuilding, ils vont laisser leur blonde parce que là, ça marche plus, blablabla. Là, après ça, les amis, tu sais, ils étassent un petit peu durant une période de temps, famille, tout ça. Puis là, ils sortent de cette préparation-là 3-4 mois plus tard, puis il n'y a plus rien, tu sais. Fait que ça, c'est le but un peu maladif, là, ouais. Ah non, vraiment, c'est intense. Puis est-ce que tu dirais que c'est le genre de conversation que tu as avec certains de tes clients? Ouais, clairement. Mais tu sais, moi, j'ai une clientèle qui est... J'avais tous ces âges, mais j'ai quand même pas mal de jeunes aussi dans ma clientèle. Puis il y a beaucoup de jeunes de 17-18 ans qui m'arrivent et qui me disent j'aimerais ça faire une compétition. Puis tu sais, je leur dis c'est un bel objectif, c'est vraiment cool, mais il faut que tu saches qu'il y a ci, ça qui va arriver. Est-ce que tu es prêt à ça? Parce que sinon, ben, ça ne sert à rien de s'embarquer là-dedans. T'sais. Fait que c'est sûr que le talk, on l'a au début, on l'a vers le milieu aussi, puis on l'a à la fin. T'sais, le but, c'est vraiment de s'assurer que le client sache exactement dans quoi il s'embarque, parce que c'est plus que juste de l'entraînement, c'est vraiment comme, c'est un gros défi. Souvent, les gens, tu vois juste le monde sur la scène, fait que là, tu sais pas trop, là. C'est quoi les talks que tu as au début, au milieu, puis à la fin? Ben, au début, comme je te disais, c'est vraiment juste de m'assurer que la personne sait dans quoi elle s'embarque. Fait que c'est juste de s'assurer que, OK, ben, il faut que tu saches qu'il y a énormément de coûts aussi à une compétition, parce que quand tu arrives à la compétition, ben, il faut que tu payes la fédération, la compétition, il faut que tu payes si ça, tu te ramasses avec une compétition, tu t'en sortiras pas en bas de comme 1500$ juste pour comme la journée en soi. Fait que tu sais, ça, faut que tu le saches. Faut que tu saches qu'il va falloir que durant 3 mois, t'as plus de vie du tout. Il n'y a plus rien qui existe sauf ta compétition. Fait que est-ce que t'es prêt à ça? T'sais, si tu joues au hockey et c'est durant tes séries, ben clairement, ça va être compliqué. T'sais. Fait que assure-toi que t'es dans une période où est-ce que tu peux te le permettre. Assure-toi que tous tes facteurs que je parlais tantôt, donc stress, sommeil, alimentation, eau, entraînement, tout est optimisé déjà, parce que c'est plus le temps d'optimiser ça rendu là parce que c'est trop gros. Fait que je te dirais que ce serait pas mal les talks que j'aurais. Oh mon Dieu. Puis après, c'est quoi le genre de discussion que tu as avec eux? Ben, tu sais, après ça, il y a tout ce côté aussi stage qui est différent aussi de juste la préparation en soi. Tu sais, il faut que tu fasses des pratiques de posing, parce que là, tu arrives sur la scène, puis là, tu vas te faire dire back double bicep, ben, il faut que tu saches quoi faire quand tu te fais dire back double bicep. Fait que faut que tu sois prêt vraiment comme rodé pour que ton 20 secondes sur la scène, ton 20 secondes de posing, ben, il faut qu'il soit parfait. Fait que faut que tu le fasses sur plusieurs mois avant tout ça. Sinon, ben c'est sûr que il va y avoir beaucoup de talk au niveau psychologique, parce que comme tu disais, c'est la santé mentale est super importante et tout. Fait que ça brise une santé mentale quand même. Là. Fait que là, ben, on va beaucoup parler justement de OK, mais comment ça affecte ta vie, qu'est-ce que tu peux faire justement pour venir combler tel problème. Fait que ça va être beaucoup ça. Là. Oh mon Dieu, ouais. C'est super intéressant. Puis dirais-tu que justement les gens dans le bodybuilding sont plus aptes à regarder, mettons, leur... Ben, tu sais, c'est beaucoup sur l'esthétique, là. Mm-hmm. Est-ce que tu penses que ça aussi, ça a un gros impact sur la santé mentale? Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui se comparent? Ouais, ben, c'est le sport des comparaisons. C'est... Comme je te disais, tu vas sur les réseaux sociaux, tu vois des routines de posing d'un gars de 6 pieds 3 et 260 livres sur la scène. Ben, tu sais, je veux dire, c'est sûr que c'est dur de pas se comparer. Puis là, après ça, tu te dis, OK, ben, moi, il faut que je monte sur le stage. Puis là, tu vois que, mettons, à telle compétition, il y a telle personne qui se sont inscrits. Fait que là, tu vas aller stalker. Puis là, tu vois, OK, ben, tu sais, il paraît de même. Moi, je suis pas de même. Il y a des meilleurs biceps. Fait que là, qu'est-ce que je vais faire? Blablabla. Fait que c'est vraiment intense comme sport au niveau, justement, du mental, parce que c'est le sport des comparaisons. Ouais, ça a l'air intense aussi sur le niveau gestion du temps. Tu disais à quel point il fallait comme tout planifier au quart de tour pour que ça se passe bien. Est-ce que tu aimerais ça plus en parler? Ouais, ben c'est sûr que c'est con, mais si, mettons, tu fais ton meal prep puis que t'es pas un compétiteur de bodybuilding, mettons qu'il te manque 60 grammes de riz. Mais c'est pas la fin du monde, tu vas combler avec une tranche de pain puis ça va être correct, t'sais. Mais là, dans cette situation-là où tout est calculé puis que tout a une valeur,
ben c'est sûr que s'il te manque 60 grammes de riz, ben tu vas devoir aller à l'épicerie, peu importe t'es où, peu importe il est quelle heure ou peu importe, pour aller te le chercher, te le cuisiner, puis manger ton foutu 60 grammes de riz. Là. Fait que tu sais, c'est sûr que c'est beaucoup plus d'organisation que ce que ça a l'air, mettons. Puis moi, ça m'a beaucoup aidé là-dessus parce que de base, j'étais pas une personne si organisée que ça. Puis depuis ma compétition de bodybuilding, j'ai gagné énormément à ce niveau-là, autant au niveau organisation que même je procrastinais quand même pas mal. Là, ça m'a aidé vraiment aussi à ce niveau-là. Je sais pas que c'est parfait, mais c'est vraiment mieux qu'avant. Fait que je pense que ça peut t'apprendre beaucoup sur toi-même aussi. Là. Ouais. C'est quoi les conseils que tu aurais à donner à quelqu'un pour justement mieux gérer son temps dans sa compétition? Je dirais de bien s'encadrer, puis d'aller chercher les bonnes personnes ressources parce que c'est con, mais tu sais, mettons, je suis entraîneur, mais je suis allé chercher quelqu'un quand même parce que j'aurais pas pu m'entraîner à ce niveau-là. Tu sais, c'est tellement demandant, c'est tellement intense que peu importe ton niveau, tu as besoin d'avoir le bon encadrement là, à ce niveau-là. Là. Puis comment est-ce que ça se passe? Tu sais, tantôt, on parlait un peu, on a effleuré c'est quoi une compétition de bodybuilding, mais est-ce que tu pourrais te décrire comment ça se passe? C'est quoi le concept derrière et tout? Je pense que ce serait intéressant. Ouais. Tu veux-tu, mettons, que je te fasse un petit bilan d'une fin de semaine de bodybuilding? Ça ressemble à quoi, mettons? Ce serait vraiment intéressant. OK, parfait. Ben, mettons, je vais parler de ma compétition, puis ça va quand même résumer pas mal tout. Ben, tu sais, mettons, on est arrivé à Montréal. Là, on avait loué un hôtel. Finalement, l'hôtel était vraiment pas comme on voulait. Mais tu sais, moi, à ce moment-là, je suis déjà un peu impatient parce que j'ai vraiment, vraiment faim. Puis, tu sais, il faut se dire qu'on est cut, mais au niveau où est-ce que quand je marche, j'ai plus de grandes sous du talon. Fait que ça me fait mal de peser mon talon à terre. Là, fait que t'es rendu à un stade où est-ce que t'es hyper irritable. Puis, tu sais, je te disais que j'étais patient de base. Là, je l'étais plus. La chambre est pas prête. Fait que là, t'es comme, OK, tu sais, qu'est-ce qui se passe, tout ça. Ça rajoute un stress. Tu sais, toutes tes petites affaires viennent t'affecter. Fait que ça, on est 2 jours avant. Là, après ça, t'as le tanning le lendemain matin. Fait que le premier matin, on se lève très très tôt. Faut aller faire la première couche de tanne parce que là, il faut qu'ils nous mettent bien brun pour la scène. Fait que on s'en va faire la couche de tanne. On en revient à l'hôtel. La journée au complet, c'est juste de la gestion du stress puis tout ça parce qu'il y a pas grand chose à faire autre que ça. Là, il faut que je m'épile aussi. Fait que, non, ça c'était avant la couche de tanne, mais il a fallu que je m'épile. Puis moi, j'ai eu une réaction allergique à la crème épilatoire. Oh non! Ouais. Fait que là, ben, j'arrive pour m'épiler, je mets ma crème épilatoire, puis tout ça. Je deviens tout rouge, boursouflé, tout ça. Oh mon Catastrophe. Fait que là, on est 2 jours avant le show. Fait que là, c'est vraiment la catastrophe. Finalement, j'ai fini ça au petit rasoir Bic. Ça m'a pris comme 2h30 parce que fallait que je fasse l'entièreté du corps. C'était terrible. Puis, fait que tu sais, t'as comme plein de petites affaires que tu penses pas. Mais d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'il faut tout le temps se tanner puis comme tout enlever le poil? C'est une question que je me pose. C'est parce que, dans le fond, quand t'enlèves le poil, la définition musculaire paraît beaucoup plus qu'avec le poil. Puis aussi, avec le tan, ben, les lumières sont très très fortes là-bas. Puis le but, justement, c'est de venir créer un reflet pour qu'il y ait des meilleurs ombrages, puis que, justement, tu paraisses plus gros puis plus défini sur la scène. Fait que quand t'es foncé, malgré la lumière qui est très très forte, ben, t'as pas l'air albinos, mettons. Ouais. OK, je comprends. Fait que encore là, c'est encore assez technique. Là. Puis, est-ce que tu pourrais continuer dans ta petite journée? Là? Oui. La crème, elle marche pas. Qu'est-ce qui se passe après? Je finis ça au bic. Après ça, là, je viens de me raser. J'ai faim. Je suis impatient. Puis en plus de ça, ben là, je viens de me raser. Puis j'étais à comme 5% de body fat. Fait que ce qui arrive, c'est que il fait froid. Tu sais, je veux dire, tu ressens toutes les sensations vraiment plus fort. Fait que je me suis emmitouflé dans les couvertes. Puis j'ai passé genre la journée là-dedans au complet. Après ça, l'autre couche de tan. On arrive à la compétition en soi, puis ils font des retouches sur le tan à la compétition dans le backstage. Fait qu'une 3e puis une 4e couche, en tout cas. C'est vraiment intense. Mon Dieu. Ouais. Fait que c'est ça. Puis il y a comme une petite affaire de tan qui est tombée sur mon maillot. Sauf que mon maillot, il était bleu pâle. Puis t'avais comme un gros spot de tan sur le maillot. Ah, puis c'est quand même, tu sais, c'est votre habit de compétition, ben, là. Fait que c'est important, là. Puis ça, on s'entend qu'on en a parlé, c'est, honnêtement, rendu là, c'est juste de l'esthétisme, là. Fait que, tu sais, là, t'as un gros spot de tan sur le maillot.
Puis là, j'avais beau mettre de l'eau, peu importe, ça tâche tellement que comme c'est juste resté là. Fait que toutes mes photos, j'ai un spot de tan sur le maillot. Mais je pense que c'est le monde, il le remarque pas, là, c'est juste moi. Là, mais ouais. Honnêtement, j'ai pas remarqué. Mais non, c'est ça. Fait que là, on arrive, puis tu sais, le jeu des comparaisons commence parce que là, t'es dans le backstage avec tous les autres compétiteurs. De toutes les catégories aussi. Fait que, tu sais, mettons, moi, j'étais en men's physique qui est plus axé sur le fait d'avoir une silhouette en X, mettons. Fait que d'avoir comme des épaules larges, des hanches plus minces. Je savais même pas qu'il y avait plusieurs catégories. C'est Ouais, quoi les c'est ça. catégories? Ben, il y a men's physique, que justement, c'est plus sur la silhouette, mettons. Ouais. T'as classique physique, que c'est justement l'esprit du bodybuilding classique. Donc, c'est un peu... c'est comme les bodybuilders d'avant, mettons. Les bodybuilders plus esthétiques et un peu moins massifs. Puis, ça fait que c'est plus un jeu de proportion, mettons. Puis, t'as le bodybuilding plus vraiment open, que ça va être du monde qui vont être hyper shapés. Puis, il n'y a pas de limite de poids ou quoi que ce soit. C'est vraiment comme le plus musculaire possible. Ouais. Dans les autres catégories, y a-t-il des limites de poids? En men's physique, il y en a pas, mais en classique physique, il y a une limite de poids. Fait que en men's physique, de base, c'est vraiment plus sur l'esthétisme. Fait que c'est rare que quelqu'un de hyper gros va s'y rendre parce qu'il n'y aurait pas une taille assez fine pour justement gagner à ce niveau-là. Mais le classique physique, il y a une limite de poids, ouais. Et toi, t'étais en men's physique, justement. Exactement. Ouais. Puis, c'est quoi ta limite de poids que t'avais? En men's physique, il n'y en avait pas. En classique, il y en avait. Ah, c'est vrai. Mais c'est pas grave. Puis c'est ça, en men's physique, moi, je suis monté sur la scène. Tu sais, mettons, en off-season, j'étais à peu près à 240 livres, 230-240 livres. Puis j'étais arrivé sur la scène, puis j'étais 195. Fait que à 6 pieds 5, 195, c'est vraiment léger. Mais c'est ça, tu sais, quand t'arrives sur la scène, t'es tellement écorché que c'est ça, souvent, on pense qu'on est cut, mais on n'est pas comme sur une scène. C'est vraiment un autre niveau, là. Ouais. Mon Dieu, mais c'est tellement important, je pense, le pourcentage de gras dans le bodybuilding. Est-ce que t'aimerais ça plus en parler? Ouais, ben tu sais, comme je te disais, t'arrives à un stade où est-ce que ben là, tu sais, comme je te disais, j'avais plus de poids en dessous du talon, j'avais juste comme mon os qui venait taper, là. C'était vraiment intense. Puis t'es tellement sec que tu perds ta libido, tu perds l'ensemble de dans le fond, tout ce que ton corps peut éliminer, il l'élimine. Fait que tu sais, il s'assure de vraiment garder ça en mode survie totale. Fait que c'est sûr que c'est pas quelque chose qui se maintient sur le long terme. C'est vraiment juste pour une journée. Après ça, le lendemain, tu reprends genre 20 livres parce que en mangeant le soir, puis en mangeant le matin, puis tout ça, là, ouais. C'est vrai que, en fait, est-ce qu'avant ta compétition, tu peux boire de l'eau ou tu manges plus? Ou genre, c'est quoi genre, juste avant ta compétition, qu'est-ce que tu fais? Ben, mettons, la journée de compétition au niveau de la bouffe, là, je me suis levé le matin, j'ai fait mon poisson blanc riz, huile d'olive à 4h du matin. Ouais, c'était assez terrible. Mais tu sais, rendu là, t'es comme juste sur un pilote automatique puis tu te rends plus compte de ce qui se passe. Puis après ça, tout ce reste de la journée, je faisais juste du carb up. Fait que j'essayais d'augmenter mes carbs pour paraître un peu plus comme gonflé. Fait que je prenais des galettes de riz avec de la confiture puis du miel. J'ai passé 3 paquets de galettes de riz en une journée. C'est énorme, Ouais. 3! Ouais. Puis avec ça, entre les deux passages, parce que t'as comme la phase de qualification, puis t'as la phase finale. Entre ces deux passages, je trouvais que mon physique était trop flat, fait qu'il y avait pas assez de relief. Fait que je suis allé me clencher 2 gros burgers. Puis sur la journée au complet, je pense que j'ai bu comme 200 ml d'eau, là. Est-ce que vous vous entraînez comme en arrière pour faire comme une pump ou des choses comme ça? Ouais. Ben dans le fond, on amène souvent, la plupart des gens ont des élastiques. Puis tu fais des exercices, mais tu sais, sur des 50 répétitions, juste pour genre aller chercher de la pompe, justement. Fait que c'est juste de gorger tes muscles de sang. Puis tu vas venir gorger principalement les petits muscles de sang, parce que les gros muscles, quand tu gorges de sang, ben tu perds la définition musculaire. Ah, OK. Puis c'est comment que le jury juge, justement, comme, mettons, t'arrives sur la scène, là, c'est quoi qui se passe? Puis c'est comment qu'ils jugent? Ben, en fait, t'as un jury, mettons 4 personnes qui sont là, puis qui vont t'évaluer. Puis ces gens-là, ben, ils vont se baser sur justement certains critères en fonction de la catégorie. Fait que, tu sais, mettons, moi, en men's physique, c'était beaucoup sur les proportions entre les clavicules puis la taille. Fait que tu vas poser d'une manière à ce que tu puisses
montrer que tes épaules sont larges, mais que ta taille est fine. Fait que souvent, tu vas être un peu de côté. Tu sais, tout est calculé au quart de tour. Puis, tu sais, je te dirais, quelqu'un de moins en shape que quelqu'un d'autre peut gagner juste à cause que son posing est vraiment bon, puis que selon l'angle que les juges sont, eux autres, ils perçoivent qu'il est en meilleure shape, mettons. Fait que c'est vraiment juste, c'est ça, c'est un jeu de lumière, un jeu de posing, puis ouais. Mais quand tu t'entraînes, y a-tu des choses spécifiques que tu veux aller chercher, que tu sais que comme ils valent plus de points ou moins de points, ou... Ouais, ben, tu sais, c'est encore une fois, dépendamment de la catégorie. Tu sais, mettons, en men's physique, ça te sert pas à grand-chose d'avoir des gros pecs parce que ce que tu veux, c'est paraître large. Fait que, tu sais, souvent, le dos va être un gros critère. Les abdos parce que tu veux être le plus cut possible. Fait que, tu sais, ça va être des facteurs différents d'une place à l'autre. Tu sais, si t'es en classique physique, mais là, comme je te disais, c'est les proportions. Fait que là, ça va être vraiment de s'assurer que, OK, tu sais, ton épaule est pas trop grosse par rapport à ton bras ou ton bras est pas trop gros par rapport à ton épaule parce que sinon, tu vas avoir l'impression que ça fait juste comme un gros tuyau. Fait qu'en tout cas, tout est calculé, là. Ouais. Fait que c'est vraiment comme un espèce de jeu de perception. C'est comme un fou à penser, là. Vraiment, ouais. Hey, ça me fascine. J'écoute ça depuis tantôt, puis c'est fascinant. Mais là, il reste environ 15 minutes. Parfait. Fait que je me suis dit que ça serait peut-être un moment de comme parler peut-être un peu plus de tes expériences personnelles à toi dans le monde du sport. Est-ce que tu as une expérience qui te viendra en tête que justement tu as vécu des embûches puis que tu aimerais ça partager? Ouais, ben en fait, la raison pourquoi j'ai commencé à m'entraîner, c'est parce que moi, j'étais un joueur de soccer à la base. Puis, dans un match, je me suis déchiré le tendon d'Achille. Donc, c'est ça. Ben là, j'ai dû arrêter de jouer durant 7-8 mois. Puis, justement, à ce moment-là, comme je t'avais dit, j'avais pris 1 pied 4 pouces en 1 an et un peu plus. Fait que j'étais extrêmement grand, puis très maigre. J'étais 6 pieds 5, 145 livres. Puis, j'étais allé au gym avec mon cousin. Puis, j'ai pas été capable de bencher la barre vide. Puis, j'avais 17 ans. Fait que là, ça a piqué mon orgueil. Puis, je t'ai dit, je suis un travaillant, tout ça. Fait que j'ai dit, l'an prochain, je vais être plus fort que toi. Puis ben à cause de cette anecdote-là, ben finalement, ben je fais le métier que je fais aujourd'hui, là. Fait que... Puis t'avais-tu réussi à être plus fort que lui? Ouais, j'ai réussi. Ah, pour vrai? Ouais. Ok, mais mettons comparaison, t'étais rendu à combien? Je devais être à, mettons, je sais pas, une play de 10, une play de 15 après un an. Mais tu sais, je partais de loin, là. Je partais de loin en tabarouette, là. Ouais. Non, mais pour vrai, c'est impressionnant, considérant que t'étais pas capable de bencher la barre. C'est quand même une grosse différence, là. Tu sais, t'as 17 ans, t'arrives au gym, il y a plein de monde, c'était au World Gym, c'est quand même un gros gym. Puis j'arrive en dessous, puis il me dit c'est l'échauffement. Je suis pas capable de lever la barre. C'est catastrophique, là. Tu sais, sur l'ego, là. En tout cas, fait que c'est ça. Non, mais en plus, un petit jeune de 17 ans, c'est juste ça, là. Mais c'est oui, quand même ça. assez égocentrique, un jeune de 15 ans. Exact. Puis, mettons, un petit conseil pour quelqu'un qui vivrait beaucoup d'embûches, mettons, dans son sport, je sais pas, qui a des blessures, des choses comme ça. C'est quoi que tu lui dirais pour que justement la personne elle puisse se reprendre en main ou elle puisse avoir la motivation de continuer sa discipline? Je lui dirais de se rappeler pourquoi il a commencé à faire ce sport-là, puis de se rappeler comment il se sentait quand justement il n'y avait pas toutes ces embûches-là, puis d'essayer de justement revenir aux sources un petit peu, là. Parce que je pense que justement c'est facile de tomber dans un pattern que tu vois juste le négatif, mais au final, ben cette discipline-là t'a amené beaucoup de positifs aussi. Fait que ce que tu veux, c'est de retourner là-dedans, là. Puis toi, justement, c'est quoi la source? Tu parlais justement qu'à 17 ans, tu t'es dit comme, OK, mon ego, mais est-ce qu'il y a plus loin que ça? C'est quoi la source de pourquoi tu t'entraînes, en fait? Ouais, ben, tu sais, c'est sûr que moi, primaire, secondaire, tu sais, j'étais bon dans les sports, fait que ça m'aidait énormément, niveau social et tout, parce que, tu sais, pas quand t'es bon dans les sports, les gens te prennent dans les équipes, fait que c'est quand même plus facile, puis tout ça. Mais dans les autres facettes, tu sais, j'ai quand même subi un peu d'intimidation, tout ça, primaire, secondaire. Puis, veux pas, ben je pense qu'il y avait aussi beaucoup de me prouver à moi-même que j'étais plus que ce que les gens voyaient. Puis, sinon, ben aussi, je pense que tout ce côté travail-discipline, c'est aussi venu beaucoup avec le fait que je viens d'un milieu quand même assez modeste. Puis, je pense que j'avais le goût de prouver que même si on vient d'un certain milieu, on peut réussir quand même à atteindre des hauts sommets et tout, là. Ouais. Tu veux-tu élaborer là-dessus? C'est intéressant. Ouais, ben, tu sais, mes parents, j'ai jamais rien manqué, là. C'est juste que il y avait des jobs un petit peu moins payantes, donc on habitait dans un quartier un petit peu plus pauvre, avec une école un peu moins un peu plus démunie. Puis ben c'est sûr que
j'ai frappé un mur quand je me suis rendu compte en arrivant au secondaire que c'était pas tout le monde qui avait cette réalité-là, parce que pas tout mon entourage avait cette réalité-là, fait que je le voyais pas nécessairement. Puis quand j'étais allé au secondaire, j'étais allé dans une école qui était dans un autre quartier, puis je me suis rendu compte, ok, tu sais, c'est pas tout le monde qui recevait des berlingots de lait puis des collations durant les pauses, tout ça. Puis je me suis rendu compte que c'était pas normal de se battre pour un berlingot de lait, mettons. Fait que là, c'est ça m'a comme un peu fait me questionner, puis ça m'a amené justement à me dire que je voulais travailler encore plus pour ce que je voulais, là. Ouais. Ça a dû être un choc pour toi de te rendre compte justement que t'étais différent. Ouais, vraiment, vraiment. Mais tu sais, je pense que c'est ça. Le sport m'a vraiment aidé à oublier ça un peu, là, parce que justement, quand tu fais un sport, tout le monde devient égal, mettons. Fait que, tu sais, si on joue au soccer, puis qu'on a tous la passion commune du soccer, ben, je veux dire, on est tous égaux au soccer. Fait que je me réfléchissais énormément dans le sport. J'allais jouer au hockey à patinoire tout le temps parce que justement, je me disais, quand je suis là-bas, on est tous pareils, tu sais. Mais c'est sûr que c'était un choc. Puis tu sais, je regrette pas du tout ce passé-là. Tu sais, honnêtement, j'ai eu une super belle enfance malgré tout. Mais c'est sûr que ça a été un bon choc, là. Puis est-ce que c'est une des raisons pourquoi tu t'es fait intimider? Non, je te dirais que c'était beaucoup parce que j'étais quelqu'un ben, surtout au primaire, là, j'étais quelqu'un qui était très curieux et très en avance sur mon développement à l'école. Puis quand, mettons, j'étais en première année, je faisais des travaux de troisième, quatrième année. Puis quand je suis rentré en maternelle, je savais lire, écrire en lettres attachées, je savais compter, tout ça. Fait que, tu sais, veux pas, la différence attire souvent, justement, tous ces conflits-là. Fait que c'était beaucoup ça, là. Je pense que les gens veulent te rabaisser à leur niveau. Fait que souvent, c'est les gens qui sont au fond complètement qui vont essayer de te tirer vers le bas, là. Ouais. Mais tu vois, là, ça paraît un petit peu plus ton côté cartésien, ouais. là. Ouais. Mais c'est ça, tu sais, je pense que c'est ça, on peut être plus qu'une chose, comme on s'est parlé tantôt, là. Puis, mettons, pour closer la boucle, est-ce que tu aimerais ça parler de, justement, ta business à toi? Qu'est-ce que tu fais? C'est qui tes partenaires dans cette entreprise-là? Tu sais, parler un peu de qui t'es, là. Oui, ben de mon côté, c'est ça. Ça fait 8 ans que je suis entraîneur. J'ai commencé au Énergie Cardio. Après ça, j'étais allé travailler au World Gym, Pro Gym à Montréal. J'étais revenu à Québec. Puis là, je me suis lancé dans les réseaux sociaux avec les conseils de plusieurs personnes qui m'avaient dit c'est cool, ton coaching, tout ça, tu gagnes ta vie de ça, mais si tu veux passer au prochain niveau, clairement, les réseaux sociaux, ça va t'aider. Comme de fait, quand j'ai starté les réseaux sociaux, j'étais préparateur physique à ce moment-là au collégial, puis j'ai dû arrêter ça parce que j'avais beaucoup trop de clients, ce qui est un beau problème. Fait que j'ai fait ça durant à peu près 1 an comme ça, puis après ça, ben j'ai embarqué mon meilleur ami dans la business. Donc, lui... Et d'ailleurs, là, aujourd'hui, pour les gens qui ne le voient pas... C'est ça, lui, il s'occupe vraiment de tout ce qui est tout ce qui n'est pas le coaching, en fait. Là. Fait que tout ce qui est administration, filmer les vidéos, monter les vidéos, c'est lui qui va s'occuper de gérer les commandites. Il y a vraiment un immense rôle derrière coaching. Puis c'est ça qui est drôle, c'est que les gens le voient pas nécessairement, les gens ne savent pas nécessairement, mais il y a une raison pourquoi l'entreprise Coach Vince peut aussi bien fonctionner, puis c'est le fait que j'ai 2 autres mains qui m'aident puis qui travaillent là, à côté, là. Ouais, parce que tantôt, tu me disais que tu travaillais quoi, à 70 heures semaine? Ouais, à peu près. Je te dirais, tu sais, je starte mes journées vers 8 heures, j'ai fini vers 8-9 heures, puis c'est pas mal de même à tous les jours. Fait que c'est des très grosses journées, mais je pense que quand tu fais quelque chose qui te passionne, c'est facile de le faire aussi. Fait que c'est pas mal ça. Il ressemble à quoi tes journées typiques? Je te dirais, ben, c'est plat des fois, tu sais, je veux dire, je suis sur mon ordi, tu sais, puis je fais des programmes d'entraînement, je réponds à des DM, tu sais, je réponds à des messages, j'essaie de poster en story en même temps, tu sais, je te dirais que c'est un beau mélange de tout ça, des suivis à travers ça, je te dirais peut-être 8-10 suivis par jour, mettons. C'est vraiment beaucoup, là. Ouais, c'est ça. En plus de tous les programmes d'entraînement que je vais faire et tout. Fait que c'est des très grosses journées, très chargées. Mais on dirait que, justement, comme je te disais tantôt, plus j'en fais, plus j'ai le goût d'en faire. Fait que ça me dérange pas tant, là. Ah, mais c'est vraiment cool. Puis, justement, c'est quand tu fais tes suivis avec les gens, c'est quoi, mettons, comment est-ce que tu te présenterais, toi, à ces personnes-là? Ben, un peu comme je te disais tantôt, tu sais, je suis là, oui, pour t'appuyer dans l'entraînement, je suis là pour t'appuyer dans l'alimentation,
mais je pense que un coach, c'est beaucoup plus que ça. C'est vraiment une personne ressource, une personne qui va t'accompagner. Fait que je vais t'accompagner dans ton cheminement au complet. Puis libre à toi de me parler de certains sujets ou non, mais moi, je vais toujours être ouvert à justement t'écouter sur la plupart des sujets, te conseiller quand c'est possible, mais c'est sûr que je vais pas m'improviser un expert dans quoi que ce soit. Fait que je te dirais que ça ressemble à ça. C'est vraiment cool. Puis qu'est-ce qui a créé le personnage de Coach Vince? Parce qu'on s'entend que la personne avec qui on parle en ce moment, c'est pas la même personne qu'on voit sur les vidéos, là. Je pense que ça a parti des analyses physiques parce que de base, quand j'ai commencé, j'ai juste fait une vidéo que je disais je commence les réseaux sociaux, posez-moi vos questions. Durant 2 mois à peu près, j'ai juste répondu aux questions du monde. Puis ça m'a monté, mettons, à 2000 abonnés. Puis après ça, j'ai vu quelqu'un qui faisait des analyses physiques. Puis je me suis dit, tu sais, je trouve ça le fun comme concept. Puis je l'ai texté pour savoir si je pouvais reprendre son concept puis l'adapter à ma manière. Puis il m'a dit oui. Fait que là, ben, j'ai starté ça. Puis justement, je me suis rendu compte que quand j'utilisais des termes récurrents comme pour noix de coco, pec de King Kong, les gens embarquaient énormément. Puis ça créait un certain engouement. Fait que là, ben, plus que je mettais d'intensité un peu dans ces analyses-là, plus qu'il y avait un gros engouement qui se créait. Puis ben, je me suis juste dit, bon, ben écoute, les gens aiment ce type de contenu. Fait que je vais essayer de leur en donner. Mais tu sais, j'essaie de quand même trouver certains moyens justement d'aller chercher mon type d'humour, mon type de personnalité dans certains contenus, comme on a un faux podcast qu'on fait, le Woke Up and Choose Facts. Je savais même pas. Ouais, c'est comme juste des extraits de podcast. Mais ça, c'est le vrai moi. Ça, c'est vraiment mon humour. Humour extrêmement pince sans rire, très exagéré. Mais c'est ça. Fait qu'on essaie d'aller chercher un peu les deux, là. Ah, c'est vraiment cool. Puis c'est quoi le genre de questions que tu te fais poser le plus souvent en tant qu'entraîneur? Je te dirais que, ben, comme je te disais, je suis quand même une référence pour les jeunes. Tu sais, la clientèle là, de ceux qui commencent à s'entraîner, les 14-20 ans, là, j'ai énormément de questions de leur part. Fait que ça va être beaucoup sur les effets de la supplémentation, style la créatine, la protéine, tout ça. Je vais avoir des questions sur ben souvent les gens vont m'envoyer leur physique juste pour que je leur dise leurs points forts, points faibles, sur quoi travailler et tout. Puis je réponds à tout le monde. Fait que ça, c'est vraiment une grosse force. Puis je réponds rapidement. Fait que les gens, je pense que ils hésitent pas justement à venir me poser des questions. Puis tu sais, je reçois on va dire minimum 20 messages de personnes différentes par jour si ça monte pas à 50. Ça. Fait que tu sais, on est très actifs justement à ce niveau-là pour répondre. Puis je pense que les gens aiment ça. Là, fait que, Mais c'est énorme, 50 personnes par jour. Là. Ouais. Non, les messages privés, c'est assez intense. Là, puis c'est facile de se perdre un peu. Mais ouais. Ouais, puis justement, je trouvais que tu répondais rapidement pour le podcast. Là. Fait que je me dis, avec 50 personnes en plus, c'est intense. Là. Mais honnêtement, je me dis, je trouve que les gens qui répondent pas très rapidement, il y a quelque chose là-dedans que je comprends pas parce que on s'entend, on est tous quand même sur nos selles pas mal. Puis je pense que si tu ne réponds pas dans un délai raisonnable, mettons, c'est que t'as pas nécessairement un grand intérêt. Là. Fait que moi de mon côté, je me dis c'est mon travail, je veux que les gens justement continuent de venir me poser leurs questions. Fait que je te dis pas que je vais te répondre dans les 2 prochaines minutes, mais c'est sûr et certain que dans la journée, tu vas avoir ta réponse. C'est quoi ta technique marketing d'abord? Ma technique marketing, c'est d'être à l'écoute. On en a parlé beaucoup, puis je pense que ça m'arrive souvent, mettons, de répondre à quelqu'un durant 1 an de temps à toutes ses questions gratuitement. Puis il peut m'écrire à tous ses jours s'il veut. Moi, ça me dérange pas. Puis je vais lui répondre. Puis finalement, dans 1 an, il me pogne un contrat justement sur 1 an où est-ce que justement là, je vais venir rentabiliser un peu tout ça. Mais en soi, j'ai toujours été quelqu'un qui donne énormément sans nécessairement attendre en retour. Fait que je me suis toujours dit que si tu donnes, un moment donné, ça va venir d'une manière ou d'une autre, mettons. Fait que c'est un peu ça ma philosophie. Là. Ah, mais c'est une belle philosophie, honnêtement, puis ça doit t'aider à justement avoir comme une certaine stabilité dans ta clientèle. Ouais, clairement. Puis c'est ça. Mon but, c'est de pouvoir outiller la personne tant qu'elle en a besoin. Mais je suis pas quelqu'un non plus qui va vouloir garder les clients vers moi. Puis je donne énormément d'informations. Fait que dans les suivis, oui, on fait les ajustements, tout ça, mais tu peux me poser toutes les questions que tu veux. Fait que si tu as 30 minutes de questions, mais je vais répondre à tes 30 minutes de questions, puis on va prendre le temps. Là. Fait que je pense que clairement, ça fidélise la clientèle beaucoup. Là. Ben non, c'est sûr. Là, il reste environ 1 minute. Fait que je vais faire un petit topo. En fait, je voulais savoir comment est-ce que tu avais trouvé, toi, ton expérience au podcast?
J'ai adoré ça. Je trouve que t'es une personne qui a une très belle ouverture, qui aime approfondir sur plusieurs sujets. Puis ça paraît là, que t'as une super belle écoute. Ça fait que j'ai adoré ça. Ah, mais merci beaucoup. Puis j'espère aussi qu'à la maison, vous avez apprécié. On retient le nom de Coach Vince. C'est un super bon coach. Alors, on va aller lui écrire 40 000 messages pour qu'il y en ait 40 000 dans sa boîte maintenant. Ouais, écrivez-moi transformation en message privé. Ah ouais, t'as-tu un autre message sur la transformation? T'as le temps, là. T'as 30 secondes. Non, c'est juste écrivez-moi transformation, puis on est bon. C'est bon, ça. C'était l'Énergivore en direct.